Amis auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette toute première émission des Canuts. Alors les Canuts, nous allons vous expliquer aujourd'hui dans ce qu'ils étaient et pourquoi nous avons choisi d'en faire une référence identitaire. Je tenais tout d'abord à remercier les équipes de Méridien Zéro pour nous avoir ouvert le micro et nous permettre de faire partager notre vision du monde et pourquoi nous avons choisi cette référence au Canut pour l'ancrer dans le temps. Donc je reçois aujourd'hui Pierre Vial pour évoquer le sujet des Canuts. Pierre Vial, bonjour. Bonjour Roberto. Pourquoi nous avons choisi d'évoquer les Canuts ? Eh bien tout simplement parce que pour nous, c'était des ouvriers en soi lyonnais, Pierre, c'est ça ? Oui, on va voir en détail qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et en quoi leur vie était une vie très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui les a amenés à un sursaut de révolte dont nous allons parler. Voilà. Donc en introduction, rapidement, vous présentez pourquoi nous avons choisi ce thème de la révolte, les révoltes des Canuts, matrice de l'époque moderne, mais aussi pourquoi nous avons choisi comme thème de toutes nos émissions de les appeler l'écho des Canuts. Eh bien, tout simplement, au départ, nous avions envisagé, avec quelques camarades qui avons lancé ce projet de l'écho des Canuts, de l'appeler la voix des Canuts. Et puis en travaillant ce sujet justement de la révolte des Canuts, nous avons découvert qu'ils avaient lancé un petit organe de presse qui s'appelait l'écho de la fabrique. Et du coup, nous avons décidé de mixer un petit peu les deux et c'est devenu l'écho des Canuts. Voilà. Et pourquoi les Canuts ? Eh bien, vous allez le découvrir tout au long de l'émission. Parce qu'ils portaient, ils avaient engagé le combat pour plus de justice sociale. Ils avaient choisi de s'insurger pour lutter contre leurs conditions. Et puis surtout, ils étaient patriotes. Et tout ça, c'est éminemment d'actualité. Donc on a choisi de recevoir aujourd'hui Pierre Vial pour évoquer ce sujet. L'émission, on va la découvrir un petit peu sous les aspects historiques puis sociaux, le commerce de la soie à Lyon, et enfin envisager les deux révoltes des Canuts, donc la première de novembre 1831 et la seconde d'avril 1834. Et je tiens à dire aux auditeurs qu'on n'est pas là uniquement pour faire une émission d'histoire, mais pour mettre en évidence, puisqu'on a choisi de dire que cette révolte des Canuts était une des matrices de l'époque moderne, et vous verrez dans les éléments de synthèse et de ce qu'on va essayer de mettre en œuvre en évidence pendant cette émission, que pour nous c'est une analyse qui est très pertinente pour comprendre l'actualité. Donc Pierre Vial, on vous connaît en tant que président de Terre et Peuple, mais vous êtes aussi historien, médiéviste. Oui, mon métier, effectivement, a été et reste d'être historien, ce qui m'a amené, évidemment, au cours de ma carrière, à me spécialiser sur l'histoire du Moyen-Âge, puisque un historien, dans le cadre universitaire en tout cas, s'il est amené, comme ça a été mon cas, à enseigner à l'université, doit se spécialiser sur une période, et j'ai choisi le Moyen-Âge. Ce qui ne m'empêche pas, loin de là, de m'intéresser à d'autres périodes, et les Canuts en est une illustration. Je voudrais ajouter, pour faire le lien que vient d'évoquer Roberto entre mon travail à Terre et Peuple et puis ma dimension, disons, professionnelle d'historien, c'est que pour moi, tout cela est très complémentaire, de façon indispensable. Je pense, en disant cela, à ce que disait Dominique Vénère sur le fait que l'histoire est un élément fondamental de notre mémoire identitaire. Notre histoire, c'est notre mémoire. Et c'est dans cette optique, évidemment, que j'ai toujours essayé de travailler, sachant que dans le cadre de la guerre culturelle, car nous menons bel et bien un combat qui s'inscrit dans la guerre culturelle, l'histoire est un pan déterminant. Si on n'a pas conscience d'où l'on vient, on ne peut pas savoir qui on est, et donc on ne peut pas savoir où l'on va.
Et donc c'est pour ça que nous avons choisi de parler du contexte historique dans lequel vont se développer les deux révoltes des canuts, pour rappeler un petit peu, allez, lâchons le mot, que la révolution de 1789, ça reste une révolution bourgeoise, et que même si les révoltes n'interviennent 40 ans plus tard, c'est bien le pouvoir de l'argent qui s'installe en France. Donc Pierre, si tu peux nous parler un petit peu du contexte historique. 1789 n'est pas très loin, il y a beaucoup d'aspirations déçues à la République, et ensuite interviendront les révoltes de 1830, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vrai qu'il faut savoir remonter un peu dans le temps pour comprendre le pourquoi des révoltes de 1831 et 1834. On évoquait à l'instant le fait que j'ai une double casquette de président de Terre et Peuple et d'historien. Ça m'a, par goût personnel, je me suis toujours intéressé à mes origines. J'ai donc été amené à essayer de faire mon arbre généalogique. C'est un exercice que je recommande à chacun lorsqu'il veut savoir d'où il vient précisément. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai découvert par exemple que j'avais des ancêtres canuts, puisque j'ai un document qui est un acte de mariage daté du 4 Brumaire de l'an 5, c'est-à-dire 1797, acte de mariage entre un monsieur qui est présenté comme faiseur de bas de soie et une dame qui est présentée comme ouvrière en soie, domiciliée rue Saint-Georges. Nous verrons que rue Saint-Georges est au cœur d'un des quartiers où la révolte a brûlé. Et ces gens, j'ai essayé de les identifier un peu précisément, et j'ai vu que ce faiseur de bas de soie était donc un arrière-grand-père de mon grand-père paternel. Donc en remontant les ascendances, on découvre des choses. Et sans vouloir faire trop de déterminisme, je pense quand même que cet ancêtre canut me parle à sa façon de temps en temps. Alors, pour répondre plus précisément à la question, on n'est pas loin de 1789, évidemment. Il faut toujours avoir en tête des repères chronologiques parce que ça permet de situer les choses. Les gens qui ont vécu, les canuts qui ont vécu les révoltes de 1831 à 1834, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, ont connu la période révolutionnaire, en tout cas pour les plus âgés, bien sûr, et la période impériale, nous en reparlerons. Et tout cela n'était pas pour eux un passé lointain, poussiéreux. C'était encore très vivant, et nous allons le constater d'ailleurs dans le fait que les souvenirs de la Révolution et de l'Empire vont animer un certain nombre de ceux qui vont participer aux révoltes des canuts. 1818, occupation coûteuse de la France, est-ce qu'on peut dire que c'est une période qui effectivement va peser sur, ou en tout cas va inciter les soyeux, les marchands lyonnais et ailleurs à se refaire un petit peu la cerise, et du coup va aiguiser leurs appétits? Est-ce qu'on peut dire que ça peut avoir contribué à ça? Oui, bien sûr, puisque les canuts sont des gens qui ont une conscience historique et donc politique qui est assez exceptionnelle en fait par rapport à d'autres travailleurs de l'époque. Et ils ont pris conscience très vite qu'il y avait eu une trahison qui avait commencé d'ailleurs dès l'époque révolutionnaire. Une trahison, je veux dire par là le fait que l'élan révolutionnaire, on en pense ce qu'on en veut, en bien ou en mal, mais il y a un constat qui s'impose en tout cas, et que personne ne peut nier, c'est que cette révolution a été récupérée et exploitée par la bourgeoisie,
par exemple, ce qu'on appelle les biens nationaux, c'est-à-dire le patrimoine qui a été récupéré en principe au service de la nation sur les biens du clergé et de la noblesse. Eh bien, ces biens nationaux ont été achetés en grande partie par la bourgeoisie urbaine, en ce qui concerne Lyon. Et ces gens-là ont illustré le fait que depuis longtemps, je ne vais pas remonter trop loin dans le temps parce qu'on n'en finirait plus, mais il y a un mouvement qui existe depuis, on peut dire déjà les derniers siècles du Moyen-Âge, qui voit la bourgeoisie, qui s'est créé un pouvoir économique, vouloir doubler ce pouvoir économique par un pouvoir politique. Alors c'est une tension qui s'est déroulée au fil des siècles, avec la complicité d'ailleurs dès l'époque monarchique de certains souverains qui y trouvaient leur compte tout simplement, hein, mais qui s'affirme avec la Révolution et qui va alors triompher avec l'affaire de 1830. 1830, théoriquement, c'est la fin de la monarchie autoritaire. Charles X est renversé par les journées révolutionnaires et un espoir fou a gagné certains de ceux qui ont fait cette révolution de 1830, par exemple, en se disant ça y est, on va pouvoir faire la République. Évidemment, ils ont déchanté très vite, parce que cette révolution de 1830 a été en fait préparée et récupérée par les gens qui se trouvaient autour du prétendant orléaniste. Ne l'oublions pas, celui qui va devenir le roi Louis-Philippe, c'est le fils de Philippe Égalité. Philippe Égalité, c'est le duc d'Orléans régicide qui a voté la mort de Louis XVI. Il n'a pas été le seul, mais il en a fait partie. Donc ça situe aussi les choses. Et ce Louis-Philippe qui arrive au pouvoir, il s'appuie sur la bourgeoisie qu'on peut déjà qualifier de capitaliste. Un seul exemple, les banquiers vont jouer un rôle déterminant dans la mise en place du système politique de Louis-Philippe. Qui est Premier ministre, c'est Laffitte. Laffitte, c'est un banquier. Il va rester Premier ministre jusqu'au 13 mars 1831. Et certains historiens aujourd'hui disent « Ah oui, mais ça, c'est le courant de gauche des orléanistes ». Il est suivi pour lui succéder par Casimir Périer. Casimir Périer, c'est un banquier. Alors, certains historiens disent, oui, mais ça, c'est le courant de droite des orléanistes. Mais ça illustre parfaitement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que, entre ce courant soi-disant de gauche et ce courant soi-disant de gauche des orléanistes, il y a la distance d'une feuille de papier à cigarette. Ils sont d'accord, tous, sur l'essentiel. Et Casimir Périer reste Premier ministre jusqu'à sa mort en mai 1832. Et après, qui voit-on arriver? Quelqu'un qui s'appelle Thiers. On aura l'occasion d'en reparler de celui-là. Et Premier ministre en 1836, puis à nouveau en 1840. Et puis aussi arrive un autre personnage révélateur, emblématique, qui s'appelle Guizot. Guizot, il est resté célèbre par une formule. Qu'est-ce qu'il disait aux Français? Enrichissez-vous. Hein, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, enrichissez-vous. C'était tout le programme de ces gens-là, pour eux-mêmes d'abord, parce qu'ils s'enrichissaient au maximum, et puis ils pensaient que la bonne solution pour calmer les gens qui étaient mécontents, c'était de leur dire « enrichissez-vous ». On est là typiquement en présence d'une mentalité bourgeoise. Charles X, il faut le rappeler, est chassé parce qu'il voulait supprimer la liberté de la presse, et que c'est ce qui lance ces émeutes, ces révoltes de 1830, et que le mot d'ordre, c'est tout sauf la République, tout sauf la possibilité pour le peuple de pouvoir prendre en main son destin. Et effectivement, sur ce slogan « Enrichissez-vous », on s'aperçoit que les salaires sont grignotés très rapidement par l'inflation sur les prix, et que le peuple a du mal à vivre, et que c'est un élément fondamental.
Ben oui, parce que la grande espérance, mais il faut dire, hélas, la grande illusion des républicains de cette époque, c'était qu'on allait pouvoir installer une république sociale, dont la première préoccupation serait la justice sociale. Évidemment, on a vu très vite ce qu'il en était. Alors cela a amené une bonne partie de ces gens qui se disaient républicains à adopter une position critique, une opposition de plus en plus ferme et nette, qui va déboucher en fait sur un élan révolutionnaire à partir du moment où ils constatent qu'il n'y a rien à attendre du nouveau pouvoir en place, du pouvoir bourgeois, et qu'à un moment donné, il va falloir montrer les dents. Et parmi les bataillons qui vont venir grossir les rangs des insurgés, on a parlé des républicains, mais on a aussi tous ceux qui étaient nostalgiques de l'Empire. Oui, alors ils ont joué un rôle important, ces gens-là, parce que dans les événements de 1831-1834, il y a une dimension militaire. Ce sont des combats de rue, c'est une guerre civile. Et dans un cadre comme celui-là, et ça reste vrai à toutes les époques, les gens qui ont une expérience militaire, une expérience pratique, concrète des combats, peuvent être infiniment utiles, et on se tourne même vers eux comme des chefs naturels. On a quelques exemples, on ne va pas les multiplier, mais par exemple parmi les canuts qui vont mettre en place les événements 1831-1834, on a un certain Michel Cochet. Ce Michel Cochet, il a été grièvement blessé en 1834, et c'est un ancien grenadier de la vieille garde impériale. Donc, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, respect. Il a été blessé à Friedland, 2 fois en Espagne, et à la bataille de Ligny, qui est la dernière victoire de Napoléon lors de la campagne de France en 1815, le 16 juin 1815, il a fait prisonnier un lieutenant général prussien. Donc c'était un sacré gaillard. Et évidemment, avoir vécu tout cela vous marque un homme pour la vie. On a un autre cas, je ne veux pas les multiplier, mais lui, il s'appelle Étienne Carrier, lui aussi ancien soldat de l'Empire. Il est un des chefs de la rébellion en 1834 à la Croix-Rousse. Ces gens-là ont la nostalgie de ce qu'ils ont vécu, qui a été une grande aventure. Entre eux, ils appellent la grande armée napoléonienne la Grande Vieille. Ils se reconnaissent entre eux, d'ailleurs, l'expression « les vieux de la vieille » vient de là. Les vieux de la vieille, à l'époque, ce sont les anciens soldats de l'armée napoléonienne, et dont, d'ailleurs, le pouvoir se défie énormément, parce qu'il sait bien que ces gens-là ne sont pas pliables facilement, et ils deviennent ce qu'on appelle des demi-soldes. C'est-à-dire que beaucoup de ces anciens militaires vivent très chichement, ils n'ont pour survivre que la moitié de la solde qu'ils devraient normalement percevoir en tant qu'anciens soldats, et ce sont ces demi-soldes qui vont souvent jouer un rôle très important. Je donnerai un dernier exemple. J'aurai l'occasion tout à l'heure de citer, je pense, un livre que j'aime beaucoup d'Henri Béraud, qui a été un grand écrivain et journaliste lyonnais, et parmi ses nombreux romans, il a écrit un livre qui s'appelle Les Lurons de Sabolas. J'y reviendrai parce que ça se passe exactement à la période qui nous intéresse. Et parmi les personnages qu'il met en scène, il y a un certain Antoine Chambard, qui est un fils de fermier, et qui s'est engagé volontaire dans les volontaires de l'Isère en 1792. 20 ans de campagne. À l'issue de ces 20 ans de campagne, il fait colonel et baron d'Empire par Napoléon, et sur le champ de bataille, il est fait baron d'Empire à Ratisbonne, et c'est lui qui, revenu dans sa patrie dauphinoise, dans ce petit village de
Sabolas, qui en fait correspond à l'actuel Satolas. Évidemment, Satolas d'aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à ce qu'il était au XIXe siècle, et il achète un château qui était le château des anciens seigneurs du coin, pour montrer que un colonel d'Empire peut prétendre prendre la tête de la petite communauté paysanne qui se trouve dans le village. Et il a autour de lui des anciens de la Grande Armée. Alors, pour montrer à quel point la duplicité était forte et qu'on voulait surtout pas laisser le peuple reprendre la main, et on voulait leur donner l'illusion qu'on prenait soin d'eux, Louis-Philippe Ier se fera appeler le roi citoyen, hein, oui. plutôt que la République, et ça montre aussi que le peuple avait compris, et c'est pour ça qu'il voulait qu'il va se soulever plus tard, que l'ascenseur social n'était plus possible dans le système mis en place par les orléanistes et par tous ceux qui avaient pris le pouvoir en France. Tu disais tout à l'heure, Pierre, que les anciens militaires n'étaient plus que des demi-soldes. Il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls à subir cette réduction de leur traitement, de leur salaire ou de leurs revenus, puisque, à titre d'exemple, les salaires de 1830 sont la moitié de ceux de 1815. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie volonté de grignoter ce qui a pu être cédé par ailleurs. Oui, d'ailleurs, tout en jouant une comédie pour essayer de calmer les esprits, une illustration. Louis-Philippe adopte le drapeau tricolore en se disant, avec ça va calmer les fous furieux nostalgiques de la Révolution et de l'Empire. Bon, évidemment, c'est un leurre, car ce n'est pas ce drapeau tricolore qui va pouvoir apporter la justice sociale qu'attendent tous ceux qui, aujourd'hui, seraient appelés des gens plongés dans la précarité. La précarité, elle existe ô combien dans les années 1830. Alors, autre fait marquant qui va signifier la période, pour bien imbriquer tout ce qui doit être imbriqué, les contributions du peuple ont été multipliées par 3 et celles des marchands divisées d'autant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, les impôts pour le peuple ont augmenté de manière très très significative, et que les marchands, eux, ont vu leurs profits augmenter d'autant. Pour expliquer aussi le climat social qui se met en place dès 1830, le prix du pain est passé de 1 sou à 3 sous, la viande est passée de 5 à 10 sous, le litre de vin est passé de 3 sous à 9 sous le litre, et enfin la viande de 5 à 10 sous. Donc tout ça pour rappeler que y a une vraie inflation du coût de la vie, et que les ouvriers ne s'y retrouvent plus. Et là on va rentrer dans la partie contexte social, pour rappeler aussi que ces révolutions bourgeoises, dès 1791, on en parle souvent de cette loi Le Chapelier, interdisaient le groupement d'ouvriers en syndicats, et surtout interdiction de revendiquer les salaires. Donc ça montrait bien comment tout avait été mis en place pour juguler leurs appétits, et pour permettre à ceux qui doivent s'enrichir de s'enrichir. Donc qu'est-ce que c'était que ce contexte social des années 1830, Pierre ? La durée d'une journée de travail, qui travaillait, etc. C'était, le moins qu'on puisse dire, c'était que les conditions étaient très difficiles. Une journée de travail, c'était au minimum 15 heures, souvent plus. Et même le préfet du Rhône, au moment des événements dont nous allons parler, reconnaît, je le cite, « Ces malheureux, en travaillant 18 heures par jour, ne gagnaient pas seulement pour vivre. » Et avec des aspects scandaleux, par exemple le travail des enfants, avec aussi une mortalité très importante, entre autres infantile. La tuberculose faisait des ravages chez les canuts, entre autres parce que les conditions d'hygiène étaient souvent déplorables, sous-alimentation chronique, avec des aspects qui méritent d'être rappelés. Il y a une loi sur le travail des enfants qui est promulguée
en 1841, donc quelques années après les événements dont nous allons parler. Je ne vais pas la citer tout entière, on n'en finirait plus, mais simplement l'article 2 de cette loi dit ceci. Les enfants devront, pour être admis au travail, avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 8 heures sur 24, divisé par un repos. Ah, comme c'est sympathique. La loi ajoute de 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 12 heures sur 24, divisé par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de 5 heures du matin à 9 heures du soir. Donc entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, les gosses au boulot. Donc on voit là toute l'hypocrisie d'un régime qui prétendait encadrer le travail des enfants par une loi. Une loi, en principe, c'est fait pour protéger les citoyens. On voit de quelle façon les enfants étaient protégés dans ce cadre-là. Voilà, on voit très bien qu'effectivement, le cadre législatif, il sert à protéger ceux qui font des profits. Et je rappelle aussi que sous Napoléon, la parole du patron fait foi. C'est inscrit dans la loi. Hein. Auparavant, il pouvait y avoir des accords, mais là, en cas de litige, c'est la parole du patron qui fait foi. Donc, rien à voir. Sortez. Alors du coup, les ouvriers vont s'organiser pour pas mourir avant d'entrer en révolte, mais ils vont commencer à s'entraider. Vont naître les premières associations de secours mutuels pour faire face à pas mal de choses. Pierre, si tu peux développer un petit peu. Oui, c'est là que va apparaître une institution tout à fait fondamentale dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est le mutualisme. Alors le mutualisme, le mot dit bien de quoi il s'agit. Il s'agit de mettre en commun un certain nombre de ressources par des cotisations, et les membres qui font partie de la mutuelle peuvent donc compter sur une aide lorsque le besoin s'en fait sentir, lorsque par exemple la maladie, un accident du travail. Inutile de rappeler que nous sommes à une époque où, par exemple, un accident du travail n'est pas pris en compte d'aucune façon pour aider celui qui en est victime. C'est tant pis pour lui. Le pauvre, il n'a pas eu de chance. Bon. Donc le mutualisme est là pour essayer d'apporter ce que j'appellerais une bouée de sauvetage, en fait, à ces gens qui sont en difficulté. Et le mutualisme est constitué en juin 1828. Donc on voit la proximité au point de vue chronologique par rapport aux événements dont nous allons parler. Et c'est vrai que les mutualistes vont souvent servir de cadre au mouvement revendicatif, tout simplement parce que s'ils ont choisi le mutualisme, c'est aussi parce qu'ils ont une conscience claire des enjeux qui les concernent. Après la crise de 1826, qui a vu à Lyon l'arrêt des métiers, comme ça arrivait en période de crise, alors la grande explication des soyeux, c'était il y a une crise internationale, donc on baisse les salaires parce qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, ça allait beaucoup plus loin, puisque ça pouvait déboucher sur un arrêt temporaire, en tout cas, de l'activité. Il faut voir que dans la fin de ces années 1820, il y a une diminution de la production agricole due à des mauvaises récoltes. Ça s'est toujours produit, mais ça débouche sur une augmentation des prix. Alors, baisse des salaires, augmentation des prix, on n'a pas besoin de faire un dessin sur les conséquences. Et d'où l'affirmation d'un chef d'atelier. Nous reviendrons sur le rôle important de ces gens qui sont les chefs d'atelier, qui s'appellent charniers. Il dit à ses camarades, réunissons-nous et instruisons-nous. Ça, c'est très important. C'est le fait, c'est la conscience qu'ont ces gens que, en apprenant les ressorts
de certains mécanismes, et en particulier les mécanismes économiques, ils vont pouvoir être armés politiquement, économiquement, pour organiser leur défense. Il ajoute « Apprenons que nos intérêts et notre honneur nous commandent l'union. Il faut créer à notre profession un esprit de corps. Pour y parvenir, il n'y a qu'une seule route, c'est l'association. » Il ajoute « Le mutualisme, qu'est-ce que c'est ?» La formule est de lui, c'est une franc-maçonnerie ouvrière. Alors ça, c'est intéressant, parce que faire cette référence, c'est aussi une réponse aux bourgeois qui peuplent largement les loges de la franc-maçonnerie lyonnaise, et en face, ils disent nous aussi, nous allons avoir notre franc-maçonnerie à nous. Franc-maçonnerie, Pierre, c'est pas un gros mot, ça ? Ça désigne une institution sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. On peut d'ailleurs envisager de consacrer une émission, un de ces jours, à ce phénomène qui est très intéressant, qui est complexe. Plus complexe que souvent on ne le dit ou le croit, mais qui correspond à une vieille tradition très implantée en France ou ailleurs. Ça vient d'Angleterre, en fait. Mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Juste pour évoquer les apports du mutualisme, on sent déjà poindre tous les ressorts qui vont structurer derrière le mouvement syndicaliste révolutionnaire qui est là et qui est sous-jacent. Donc les ouvriers se regroupent pour pas crever de faim, et ils sont solidaires entre eux parce que parfois il y a un maigre repas et c'est pas de la viande et c'est juste du pain quand on peut se le payer, et parfois pas de repas, y compris pour les enfants. La soupe populaire, c'est quasi quotidien pour nombre d'entre eux. Voilà. Donc ça explique d'ailleurs, si tu permets, certaines traditions culinaires qu'on retrouve ensuite dans la cuisine lyonnaise, mais au départ, il y a des habitudes d'alimentation qui sont dictées par la pauvreté. Je vais prendre deux exemples. Le paquet de couenne, qui est quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme une espèce de curiosité folklorique, c'était tout simplement un plat qui coûtait très peu cher, et comme on n'avait pas les moyens de manger de la viande, on achetait un paquet de couenne. La cervelle de canut, c'est du fromage blanc. Mais aujourd'hui, les bobos s'extasient sur la cervelle de canut, mais au départ, les canuts mangeaient du fromage blanc parce qu'ils n'avaient pas les moyens de manger autre chose pour accompagner leur quignon de pain. Ces associations vont se multiplier, pour donner quelques chiffres, elles vont être multipliées par 10, elles vont passer de 250 membres à 2400 membres très rapidement, répartis en 11 centrales en 1833, c'est des éléments qu'on a pu trouver. Quelles étaient les valeurs qui réunissaient les gens dans ces associations, enfin dans ce mouvement mutualiste, et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le compagnonnage? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'on va y retrouver les mêmes membres? Et puis enfin, est-ce que certains marchands contribuaient aux sociétés mutualistes, ou est-ce que c'était que les ouvriers? Parce que j'ai cru comprendre que parfois certains soyeux moins voraces que les autres pouvaient contribuer. Est-ce qu'il y a non, en fait, les membres des sociétés mutuelles, c'était des ouvriers. Ceci étant, il ne faut pas effectivement simplifier et caricaturer. Il y avait parmi les soyeux, mais ils étaient peu nombreux, des gens qui avaient conscience du sort des ouvriers et qui essayaient d'aider petitement, mais d'aider tout de même. Mais c'était vraiment un phénomène très minoritaire. Le mutualisme, c'est un phénomène ouvrier. Ouvrier, sachant que ceux qui jouent un rôle très important, ce sont les maîtres d'atelier. Alors on aura l'occasion sans doute de revenir sur cette organisation interne du métier de canut. Le compagnonnage ? Le compagnonnage, lui aussi, c'est un phénomène très intéressant. Peut-être que lui aussi, on pourrait lui consacrer une émission un de ces jours. Le compagnonnage, le mot dit bien ce qu'il veut dire. Moi, je suis toujours très attaché à l'étymologie parce que
l'origine et le sens des mots, c'est éclairant quand on veut bien y réfléchir. Compagnon, le mot compagnon d'ailleurs, que veut-il dire? Le compagnon, c'est celui avec lequel on partage le pain. Cum panem. Le compagnon, et ça a donné le mot copain. Le copain, c'est le compagnon, c'est celui avec lequel on partage le bout de pain quand on en a un. Ce compagnonnage, il désigne un souci d'organisation des métiers qui remonte loin, qui remonte au Moyen-Âge. Par exemple, sur les chantiers des grands chantiers de construction des cathédrales gothiques, les hommes qui travaillaient sur le chantier, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les maçons, les menuisiers, s'organisaient entre eux, et se retrouvaient d'ailleurs sur le chantier dans une baraque qu'ils appelaient la loge. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on aura dans une future émission à parler et du compagnonnage et de la franc-maçonnerie, on verra qu'il y a des symboles qui ont circulé dans ces milieux, qui sont les mêmes symboles, mais auxquels on ne donne pas la même signification. Aujourd'hui encore, et j'ai beaucoup d'estime, de respect et d'admiration pour le compagnonnage, je connais des compagnons. Aujourd'hui, ils sont très irrités lorsque dans le public on peut confondre compagnonnage et franc-maçonnerie. Ce sont deux choses complètement différentes. La franc-maçonnerie a prétendu être la continuation des traditions de compagnons, mais en fait il ne faut pas confondre maçonnerie opérative et maçonnerie spéculative. Mais là, on est déjà sur le sujet de la franc-maçonnerie, sans doute qu'on y reviendra. Mais pour le compagnonnage, c'est une structure qui a joué un rôle très important et qui continue à l'être, bien entendu, au XIXe siècle. Le XIXe siècle voit un développement très important du compagnonnage. À la base, l'idée tout simplement, c'est lié au mutualisme en fait. On a les mêmes idées de base, l'idée qu'il faut se grouper pour se défendre. Mais avec dans le compagnonnage une note supplémentaire qui est de considérer qu'il y a une aristocratie du travail et que les compagnons sont les aristocrates du travail. Ce sont des gens qui doivent avoir le souci d'une formation permanente, une formation qui commence d'ailleurs très tôt. Avant d'être admis au sein du compagnonnage, il faut faire ses preuves, il faut faire ce que l'on appelle le Tour de France, c'est-à-dire un apprentissage qui amène les compagnons sur les routes à aller de chantier en chantier. Mais je n'insiste pas davantage parce que là, on va faire l'émission sur le compagnonnage. Alors, dans ces structures, loyauté et discipline sont très importantes, et c'est ce qui fera d'ailleurs que ils vont réussir à fédérer pas mal de monde au moment des révoltes. Alors on va aborder la partie qu'est-ce que c'est que le commerce de la soie à Lyon. Je vais donner quelques éléments chiffrés. Les canuts comptaient environ 80 000 compagnons, donc ouvriers, 8 000 chefs d'atelier, ça on va dire que c'est un premier camp, Pierre va les développer, et puis 750 négociants appelés les soyeux. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter un peu le commerce de la soie à Lyon et qui ils sont et quelles sont les parties en présence qui s'opposent Oui, alors, tu viens d'évoquer je dirais, la hiérarchie interne du métier de la soie, avec des gens que l'on appelle les fabricants, ou les soyeux, sont les mêmes, qui, en fait, vivent du travail des autres. Appelons les choses par leur nom. Ils exploitent le travail des canuts. Donc il ne faut pas confondre soyeux et canuts, c'est pas la même chose. Il y a ceux qui profitent et ceux qui leur permettent de faire leur profit. Le soyeux, c'est celui qui fournit la matière première brute, et le canut ensuite travaille dans son atelier cette soie, il en fait des tissus qui sont superbes, qui sont admirés dans le monde entier. La soierie lyonnaise a une réputation mondiale.
Et le travail, lui, il est fait par les canuts eux-mêmes qui se groupent dans le logement du maître d'atelier, qui loge chez lui d'ailleurs ses compagnons. Alors ce sont des petits groupements, disons, corporatifs ou professionnels, avec quelqu'un qui a la responsabilité de la fabrication, qui est évidemment le maître d'atelier, et puis les compagnons qui travaillent avec lui, mais sur un pied de grande fraternité. Bon, il faut ajouter aussi j'allais dire le petit personnel, ce n'est pas péjoratif, les enfants dont on a parlé tout à l'heure, les femmes aussi contribuent souvent pour apporter une aide complémentaire, et tout ce monde vit vaille que vaille dans des maisons qui sont très caractéristiques. On le voit encore aujourd'hui d'ailleurs à Lyon, par exemple à la Croix-Rousse. Il y a des immeubles très facilement identifiables par les fenêtres qui sont hautes. Pourquoi elles sont hautes, ces fenêtres? Parce que pour installer les métiers à l'intérieur des appartements, il fallait avoir des plafonds suffisamment hauts pour permettre aux métiers à tisser d'être installés. Le problème, c'est que dans ces logements, on l'évoquait tout à l'heure, les conditions sont très difficiles. Inutile de dire qu'en particulier en hiver, il y fait très froid. On est difficilement à l'abri des courants d'air, d'où le problème des maladies dont je parlais tout à l'heure, que subissent en priorité les gosses. Et donc ce sont ces chefs d'atelier qui fournissent la machine, donc qui la payent, qui l'entretiennent et qui doivent aussi fournir le salaire de leurs compagnons. Et donc c'est eux qui subissent quand même l'avance de frais, aussi bien en temps qu'en argent. Et ça complexifie d'autant leur rentrée de revenus, puisque derrière, les soyeux cherchent un peu tous les prétextes pour réduire le prix du travail à façon. Le soyeux, il a tous les avantages et aucun inconvénient. Pour résumer les choses, c'est tout simple. C'est ça, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est d'autant plus déterminant que la soie est une activité, on dirait presque aujourd'hui monopolistique, dans une ville comme le Lyon du 19e siècle. À cette époque, Lyon a 134 000 habitants, c'est la seconde ville de France, et il faut y ajouter d'ailleurs, nous en parlerons pour les révoltes, ce qu'on appelle les faubourgs. Les faubourgs, en fait, ça s'inscrit il y a une continuité dans le paysage urbain, mais il y a la ville de Lyon et les faubourgs qui sont les quartiers, on va dire, annexes. La Croix-Rousse elle-même est un faubourg, ne fait pas partie officiellement de la ville de Lyon. La Guillotière aussi, et Vèze. Et ces quartiers, ce sont des communes, donc des villes autonomes, théoriquement, par rapport à Lyon. Théoriquement et pratiquement aussi souvent. Mais ça regroupe du monde. À la Guillotière, il y a 20 000 habitants. À la Croix-Rousse, 16 000. Et à Vèze, 5 000. Donc on a en fin de compte une agglomération dont environ la moitié de la population vit du tissage de la soie, qui est, rappelons-le quand même, l'industrie la plus importante en France à l'époque. On est dans une période encore, ce qu'on peut appeler pré-industrielle, d'une certaine façon. Mais c'est une vieille tradition à Lyon. On ne va pas refaire tout l'historique, ce serait un peu long, mais c'est François Ier qui a voulu installer la soierie à Lyon en utilisant d'ailleurs les services d'un Piémontais, parce que la soierie, ça vient d'Italie. Rappelons que Lyon a été lié à l'Italie et à l'économie italienne depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. D'où l'installation à Lyon, en particulier de grands marchands, de banquiers italiens, dont on a encore les traces dans l'architecture de la ville. Les foires de Lyon ont joué un rôle très important pour la diffusion de la soierie lyonnaise, et avec, dans le cadre de ces foires, un véritable monopole du travail de la soie. Donc ce travail de la soie, il est le poumon
indispensable pour l'économie lyonnaise. Et donc les soyeux en profitent pour mettre des amendes, pour moins payer les chefs d'atelier. Et donc du coup les chefs d'atelier vont se retourner contre une institution qui s'appelle les prud'hommes, alors qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la différence près, c'est que les marchands ils sont majoritaires, et ils sont donc juges et parties. Et ça fait partie des éléments qui viennent enflammer l'ensemble. Bien, écoutez, je vous propose une première pause musicale. Pierre, on a choisi le chant des canuts, pourquoi ? Parce qu'il est emblématique, il est devenu vraiment une référence pour tous ceux qui se sentent concernés, directement ou indirectement, par l'aventure des canuts, et qui, à travers un chant comme celui-là, veulent perpétuer une mémoire. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans sautoirs. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Amis auditeurs, nous voici de retour après cette première pause musicale. Donc nous en étions restés aux prud'hommes et aux injustices dont les prud'hommes, les canuts et les chefs d'atelier se sentaient victimes. Et donc ils décident le 30 octobre 1831 de lancer leur propre publication qui s'appellera l'Écho de la Fabrique. La Fabrique, c'est comme ça qu'est surnommée cette organisation multiple de petits ateliers indépendants, donc l'Écho de la Fabrique. Ce sera leur organe qui durera jusqu'à 1834 ou un peu plus. Mai 1834. Mai 1834. Et donc c'est une publication que je vous invite à aller feuilleter. On en trouve sur internet, et vous verrez que c'est d'une richesse absolue pour raconter cette époque. Donc l'Écho de la Fabrique, c'est traversé par les idées de Fourier, des Saint-Simoniens et des premiers socialistes, Pierre ? Oui, tout à fait. L'Écho de la Fabrique, Roberto a tout à fait raison d'insister là-dessus, sur l'intérêt de ce document, parce qu'il révèle un état d'esprit. Dans ce journal, qui est un journal hebdomadaire, il y a des côtés très pratiques, des conseils qui sont donnés dans différents domaines aux canuts concernant leur vie quotidienne. Mais il y a aussi évidemment référence à un certain nombre d'idées, de doctrines, de théories qui constituent ce qu'on peut appeler le premier socialisme français. Alors, il faut en dire quelques mots parce que les événements de 1831-1834 sont tout à fait marqués
par l'influence de ces idées. Alors, parmi les hommes qui, on peut dire, fondent le socialisme français, il y a Claude-Henri de Rouvray, comte de Saint-Simon. C'est quelqu'un dont le nom dit bien l'origine. Il a vécu 1760 à 1825. Il a participé à la guerre d'indépendance américaine. Et pour lui, cette révolution d'Amérique est le commencement d'une nouvelle ère politique. C'est l'expression qu'il utilise. Il spécule sur les biens nationaux, d'où il tire une fortune importante, puis se ruine parce que c'est un homme qui ne sait pas, et c'est plutôt à son honneur, garder l'argent pour lui-même, et il a cherché à être, il faut le dire, le conseiller politique de la jeune bourgeoisie capitaliste. Donc c'est, en fait, son socialisme est un socialisme très particulier. En 1825, l'année de sa mort, il publie un livre qui s'appelle « Le Nouveau Christianisme ». Donc ça donne aussi une idée de l'orientation finalement très spiritualiste. En fait, Saint-Simon, il est connu surtout par les Saint-Simoniens. C'est-à-dire que au-delà du personnage lui-même, ce sont ses disciples qui vont, après sa mort, exposer la doctrine. Et cette exposition de la doctrine commence en 1828. Elle séduit des gens qui ont un très bon niveau, ce sont souvent des polytechniciens, des ingénieurs, et le saint-simonisme, c'est une doctrine de la production, met en avant donc la qualité de producteur pour dire que ceux qui doivent jouer un rôle déterminant dans la vie de la cité, ce sont les producteurs, et il faut pour cela organiser l'économie. Le souci d'organisation, c'est typiquement saint-simonien. Intéressant, les saint-simoniens mettent en question alors complètement les principes du libéralisme et même de la démocratie. Les saint-simoniens considèrent que le rôle actif dans la cité doit être reconnu à des élites. Et chacun doit être classé dans la société selon sa capacité et rétribué selon ses mérites. En soi, c'est quelque chose donc de positif. Mais ça va déboucher sur une vision finalement assez technocratique et avec un rôle reconnu majeur à des gens qui sont les banquiers. Donc, grande ambiguïté du saint-simonisme, incontestablement, avec un côté quasiment religieux, une véritable règle de communauté saint-simonienne qui contribue à l'essor du capitalisme français, car le saint-simonisme ne pose pas franchement la question des rapports entre capital et travail. C'est toute sa faiblesse. Mais les idées saint-simoniennes ont exercé une influence incontestable. Il y a un autre personnage qui a eu une grande influence, c'est Fourier. Charles Fourier, qui a vécu de 1872 à 1937, lui fait une critique très aiguë du système capitaliste, et la solution qu'il préconise, c'est un plan d'association volontaire dans le cadre de communautés qu'on va appeler les phalanstères. Ces phalanstères constituent une société idéale, en quelque sorte, une société close, d'environ 1600 personnes qui se succèdent dans les diverses fonctions sociales. On considère que dans le phalanstère, tout le monde peut assumer à tour de rôle toutes les fonctions nécessaires à la vie d'une communauté. Il ne faut pas compter sur l'État, disent les fourriéristes, ça c'est très intéressant, et la réorganisation de la société viendra d'en bas. Donc c'est le contraire des saint-simoniens. Pour les saint-simoniens, la transformation de la société doit venir d'en haut. Pour les fourriéristes, elle doit venir d'en bas. C'est un débat qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et les fourriéristes considèrent l'État comme une fédération d'associations libres avec la valeur de l'exemple qui doit
être déterminante. Avec, incontestablement, Marx aura beau jeu de dire que c'est utopiste. C'est vrai en partie, mais seulement en partie. Dans les idées de Fourier, il y a des choses intéressantes. En 1830, Marx n'est pas encore... Ces théories n'apparaissent pas du tout. Non. Et donc, c'est... chez les fouriéristes, il y a des formules tout à fait intéressantes. Par exemple, cette phrase, les manufactures progressent en raison de l'appauvrissement de l'ouvrier. Ça, c'est de Fourier lui-même. Il faut donc disséminer les fabriques dans les campagnes, dit-il, pour que les ouvriers puissent consacrer une partie de leur temps aux travaux des champs. Et Fourier a vécu un certain temps à Lyon. Il dénonce les commerçants comme des parasites qui favorisent le règne des banquiers. Et le libéralisme, dit-il, ne fait qu'engendrer anarchie et misère. Et il donne le cas à son époque de l'Angleterre. Et ce qui est impératif pour Fourier, c'est de prendre en considération d'abord le bien-être des consommateurs. Donc là, on a des idées qui aussi ont gardé une certaine actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Un mot sur Pierre-Joseph Proudhon, qui a vécu de 1809 à 1865. Il est fils d'un tonnelier et d'une cuisinière, il a gardé les vaches et il en est fier dans sa jeunesse. Il a travaillé sans relâche à, dit-il, l'amélioration intellectuelle et morale de ceux qu'il se plaît à nommer ses frères et compagnons. Il va d'ailleurs avoir, on mentionnait Marx à l'instant, il va être en rupture très spectaculaire avec Marx, Proudhon. Et Proudhon a eu une vie de militant, il a été condamné à 3 ans de prison en 1849. Il critique la propriété qui n'a pas d'utilité sociale. Il exalte la propriété paysanne, il célèbre les vertus de la guerre, ce qui n'est pas très à la mode chez les bobos aujourd'hui, et il n'a aucune confiance de la démocratie parlementaire. La seule vraie révolution, dit-il, sera celle de l'économie, et Proudhon va inspirer le syndicalisme français avec un thème qui va garder toute son actualité au fil du temps, c'est que l'action politique risque de verser dans l'opportunisme. Donc que les travailleurs ne se fassent pas trop d'illusions sur les solutions politiques. Proudhon a une défiance complète à l'égard de l'État en tant que tel. Il a une aversion affirmée à l'égard de la centralisation et de la bureaucratie, et aussi, il faut bien le dire, de l'Église. Par exemple, pour lui, le marxisme, c'est une religion intolérante. C'est une des raisons pour lesquelles il refuse le marxisme. Et il met en avant la solidarité. La doctrine proudhonienne est d'abord et avant tout une doctrine de la solidarité qui débouche en politique sur le fédéralisme, sur le mutualisme, sur le plan social. Il associe en permanence justice et révolution. Il ajoute, faut-il résoudre les contradictions de la société ? Non, il faut les assumer. Et c'est là aussi qu'il s'écarte complètement du message marxiste. Le dernier personnage qu'il faut mentionner, qui a eu une influence à l'époque, encore que son influence sera surtout grande un peu plus tard, c'est Blanqui. Blanqui a vécu de 1805 à 1881. Il a eu cette formule que j'aime bien. Le devoir d'un révolutionnaire, c'est la lutte toujours, la lutte quand même, la lutte jusqu'à extinction. Il ne serait pas en odeur de sainteté aujourd'hui Blanqui, puisqu'il déclare que les Juifs incarnent l'usure et la rapacité. Évidemment, aujourd'hui, il aurait quelques soucis judiciaires. Et il ajoute que la révolution doit être républicaine parce qu'elle doit réaliser, je le cite, l'avènement d'un nouvel ordre destiné à libérer les travailleurs de la tyrannie du capital. Dans un journal qui s'appelle Le Libérateur, il écrit en 1834 un article, donc il est en phase là avec les événements dont nous parlons,
il écrit « Qui fait la soupe doit la manger ». Ça, c'est du blanquisme, ça, c'est très, très concret, très direct comme style. Il ajoute « Le devoir du travailleur lyonnais, l'homme-machine, c'est de pleurer la faim en créant jour et nuit pour les plaisirs du riche des tissus d'or, de soie et de larmes. » Et je suis très fier d'avoir un grand-père maternel qui a eu lui-même un grand-père, du côté de son père, qui était le chef des blanquistes à Lyon. Il a installé le drapeau rouge sur l'hôtel de ville de Lyon en 1871. Ça fait partie de mon héritage. Bien, donc on s'aperçoit qu'effectivement toutes ces choses se sont mises en place et que les prémices de la première révolte sont là, le feu couvre sous les cendres, et puis il faut le rappeler, hein, le prix du pain est souvent proche du salaire journalier, donc on a juste de quoi se payer une miche de pain, et encore ça suffit pas. Et derrière on a le préfet Mollard qui va décider de jouer un rôle qui est peut-être contraire à la doctrine d'État, on verra plus tard, hein, mais le préfet Mollard, lui, il veut rétablir une justice sociale parce qu'il voit des choses dans sa ville, il voit le peuple mourir de faim et il voit la cupidité des soyeux. Donc il décide de lancer, je pense un petit peu quand même à la demande des canuts, une négociation pour obtenir un tarif. Qu'est-ce que c'est que le tarif, Pierre ? Le tarif, c'est tout simplement la garantie d'un prix minimum qui sera payé aux canuts. Parce que le problème pour les canuts, c'est qu'ils souffrent d'un arbitraire complet de la part des soyeux. Les soyeux payent ce qu'ils veulent payer. En face, les canuts disent non, nous on veut une règle du jeu. Le tarif, c'est ça. On définit une règle du jeu et un salaire minimum qui nous est garanti pour notre travail. C'est ça le tarif. Et donc tout l'enjeu de cette première révolte de novembre 1831, elle va tourner autour de l'établissement de ce tarif. On va y revenir, mais simplement, je vous donnais un petit peu les arguments de chacun. Hein. Le patronat, lui, quand il entend parler de tarif, il reproche aux canuts et au peuple de trop dépenser, de vouloir des loisirs, d'aller au café au lieu d'épargner, et au lieu de travailler plus pour mieux prévoir l'avenir. Hein, il suggère aux ouvriers de devoir régler leurs dépenses sur leurs recettes, alors qu'ils arrivent à peine à vivre, hein, mais c'est pour montrer à quel point ils sont odieux. Et surtout, il reproche au préfet d'intervenir dans les libres discussions du commerce, parce que toute la monarchie de Juillet, le mot d'ordre, c'est faisons prospérer les affaires et la finance. Voilà, donc les ouvriers, eux, ils veulent un tarif pour couvrir leurs dépenses et leur permettre de manger à leur faim. Et surtout, ils reprochent aux marchands leur avidité. Et ils vont même jusqu'à dire, avant, les marchands faisaient fortune en 20 ans. Désormais, ils font fortune en 10 ans et parfois encore moins encore. Et c'est ce qui fait que ça va mettre le feu aux poudres. Voilà. Tout petit élément, savoir que certains marchands réclament un tarif pour mettre fin à la concurrence locale, la plus féroce, déloyale, et bien plus que l'étrangère. Voilà. Donc c'est sur ce fond-là que se décident pas mal de choses. Aujourd'hui, on pourrait dire que le tarif, ce serait l'équivalent d'un salaire conventionnel, égal entre tous. Pierre ? Oui, tout à fait, absolument. C'est une idée finalement... d'avant-garde à l'époque, le tarif. Oser prétendre de la part de travailleurs qu'ils ont droit à être payés correctement. Ils ne demandent pas le Pérou, ces canuts. Ils demandent simplement à ce que leur travail soit reconnu à un prix équitable. C'est quelque chose qui reste, hélas, complètement d'actualité. Et tellement d'actualité que Madame El Khomri, sous l'influence de l'Union européenne, de Monsieur Macron et de Monsieur Hollande, ont décidé justement de pouvoir remettre en cause
la notion de convention collective et donc de moins payer que ce que dit une convention collective. Donc on s'aperçoit que ceux qui voudraient nous faire croire que le sujet n'est pas d'actualité, bien au contraire, nous on estime qu'il est totalement d'actualité parce que, il faut le rappeler, c'est ce tarif, ces salaires conventionnels, il y a même certains patrons qui le réclamaient parce que d'autres étaient tellement gourmands qu'ils finissaient par moins payer leurs ouvriers et ça met en place la situation qui conduira à la première émeute. Donc le rôle du préfet Mollard, Pierre ? C'était un brave homme qui a essayé de trouver une solution, car il sentait venir les difficultés, le mot est faible. Il avait bien conscience, il était en prise avec l'état d'esprit de la population. Il était renseigné d'ailleurs, parce que ça fait aussi partie du métier de préfet que d'avoir des renseignements nécessaires pour savoir un peu comment les choses se passent. Mais il en tirait la conclusion qu'on ne pouvait pas laisser aller sans rien faire. Et lui reconnaissait que les canuts avaient la justice de leur côté. Évidemment, c'est un aspect qui était complètement scandaleux pour la plupart des soyeux. Une justice morale, parce qu'on verra que la justice légale mise en place par les marchands et le pouvoir à leurs mains dira autre chose. Donc le préfet du Mollard, il décide de réunir donc des délégations, des délégations ouvrières qui représentent chaque quartier, et une délégation patronale pour essayer de trouver un accord sur ces tarifs, parce qu'ils estiment que quand on joue sur les tarifs, on spécule sur la misère ouvrière en tirant le salaire par le bas. Donc il y a une première réunion à la préfecture. C'est ça, sur laquelle, écoutez, les deux délégations tombent d'accord pour appliquer un tarif. Et là, on assiste à une vraie liesse populaire dans les rues de Lyon. Oui, les canuts, mais hélas, c'est quelque chose qui est classique, s'imaginent qu'ils ont gagné, que la concession obtenue, parce que pour les soyeux, c'est vraiment des concessions, et des concessions suffisamment scandaleuses pour, nous allons le voir, qui fassent machine arrière très vite. Mais les canuts, les pauvres, se disent, ça y est, c'est bon, on a obtenu ce qu'on voulait, maintenant tout va rentrer dans l'ordre, on va se remettre à travailler, enfin on sera payé convenablement, on pourra vivre de façon plus décente, tout va bien. Évidemment, ils vont tomber de haut. Le sous-jacent historique, là, c'est une meilleure répartition de la richesse. Et on s'aperçoit que alors certains soyeux appliquent le tarif dès le lendemain, alors qu'ils n'avaient pas obligation de la faire, mais d'autres le refusent fermement. Et quand certains chefs d'atelier ont l'audace de le réclamer, alors à ce moment-là, ils tombent sur certains soyeux qui leur répondent l'arme au poing, en disant que ce ne sera pas le cas, ou alors ils trouvent des prétextes, c'est ce que je vous disais, de malfaçon ou de retard, pour grignoter ce que le tarif avait pu leur imposer. Oui, la réaction patronale, elle se produit très vite. 104 fabricants envoient à la Chambre des députés une missive pour dire que le tarif est illégal. Donc le tarif n'a pas été adopté depuis... Il a été adopté depuis peu, que déjà une partie des fabricants, ceux qu'on appelle les fabricants, c'est-à-dire les soyeux, entreprennent de remettre en cause. Et Roberto dit que certains vont assez loin quand même dans la réaction. Un de ces soyeux dit gentiment aux canuts qui sont venus rappeler un peu la règle du jeu que constitue le tarif, il leur répond: si vous n'avez pas de pain dans le ventre, nous y mettrons des baïonnettes. Donc on voit que le dialogue social est plus que limité. Il est même totalement déséquilibré. C'est façon de parler. C'est clair. Donc il y a une délégation patronale qui monte voir le pouvoir en place pour faire annuler le tarif, et ils obtiennent gain de cause.
puisque le gouvernement estime que c'est contraire à la liberté du commerce, je serais tenté de dire d'empêcher les riches de s'enrichir. Voilà. Mais par contre, cette même puissance publique, elle admet que de laisser le statu quo en place tel qu'il est pour laisser les autres crever de faim. Voilà. Donc, se met en place le scénario de la révolte, puisque le tarif étant jugé comme illégal et n'ayant pas force exécutoire, les patrons vont pas le mettre en place. Enfin, ils vont décider de pas le mettre en place. Et là, on arrive alors à un lockout patronal qui décide de fermer les usines. Enfin, de fermer les ateliers. Oui, avec une reprise en main du préfet par le pouvoir central, parce que ce préfet, il a été trop compréhensif, ça va plus du tout. Et le préfet, donc, se voit sommé par l'autorité dont il dépend, c'est-à-dire le gouvernement, de montrer que tout ça ne va pas pouvoir continuer comme il l'avait sans doute envisagé. Le 17 novembre, le préfet envoie une lettre au Conseil des prud'hommes, dont on parlait tout à l'heure, avec une formule que je trouve assez extraordinaire. Il écrit « Le tarif n'était qu'un engagement d'honneur. » N'était qu'un engagement d'honneur. Autrement dit, l'honneur, on s'assoit dessus. C'est quand même révélateur d'une mentalité. Une mentalité bourgeoise, pour appeler les choses par leur nom. Donc les soyeux décident de fermer le robinet, d'arrêter de passer des commandes et refusent de donner de l'ouvrage. Et donc on arrive à la grève du 20 novembre, avec la volonté manifeste du côté des soyeux d'en venir à un rapport de force, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient face à eux des gens qui se sont organisés, qui se sont fédérés. Le mot il est important. Sous la prétention d'obtenir un tarif, et là ils veulent casser l'unité populaire, et donc ils envoient des agents patronaux. Ça c'est très très bien raconté dans l'écho de la fabrique, ils envoient des gens qui sont là pour semer la sédition, pour dire que ce sont des anarchistes, donc très politisés, alors que le mouvement des canuts va répondre à sa manière, en étant très patriote, et en refusant dans un premier temps d'aller au conflit, mais par la force des choses, ils vont y être contraints. Le lendemain du 20 novembre, la garde nationale tire sur les grévistes au cœur de la Croix-Rousse. Et selon eux, c'était pour nettoyer la canaille. Alors Pierre, qu'est-ce que c'est que cette garde nationale ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui. Donc ça c'est très important. Le point où nous en sommes arrivés là, on voit très clairement que c'est du côté des soyeux, des fabricants soutenus par le gouvernement, que le pire va arriver. C'est eux qui déclenchent la guerre civile. Ça, je crois qu'il faut le souligner, parce que ensuite, il y aura une réécriture de l'histoire, comme ça arrive souvent, par le pouvoir en place, pour dire tout ça c'est la faute des canuts. Non. La guerre civile, puisque ça va être une guerre civile, elle est déclenchée bel et bien par les bourgeois. Alors cette garde nationale, c'est une vieille institution qui repose sur le principe que un certain nombre de citoyens considérés comme responsables doivent contribuer largement au maintien de l'ordre. Donc sont en uniforme, armés. C'est une armée annexe, on pourrait dire. Mais la difficulté, enfin le côté complexe de la chose, c'est que cette garde nationale, elle a un recrutement qui varie beaucoup selon les quartiers. Avec très clairement, là les événements de 1831 le montrent très très bien, les quartiers bourgeois fournissent une garde nationale composée de bourgeois, et les quartiers ouvriers ont un recrutement, lui,
pour la garde nationale, beaucoup plus populaire. En clair, à Lyon, la garde nationale des quartiers du centre de Lyon, elle est bourgeoise. Par contre, le Vieux-Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière ont une garde nationale constituée pour l'essentiel par des chefs d'atelier, c'est-à-dire des canuts. Et qui est-ce qui paye ces uniformes, ces armes ? C'est chacun doit fournir lui-même son équipement. D'accord. Donc on a les négociants qui montent des terreaux. Alors leur quartier général, c'est le café des négociants actuel à Lyon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Pierre, et ils décident d'envoyer donc la garde nationale pour nettoyer la canaille. Voilà. Alors bon, après il y a une partie importante des chauffourées dans la Presqu'île, Bellecour, dans la Guillotière, enfin pas mal de quartiers s'enflamment, mais le mot d'ordre du coup des canuts pour se défendre, et ils en feront une fierté, vivre en travaillant ou mourir en combattant, qui est leur drapeau noir, qui est leur fanion de combat, pour dire nous on veut juste pouvoir travailler et vivre de notre travail. Oui, aujourd'hui d'ailleurs, certains disent « Ah, vous voyez bien, les canuts, c'était des anarchistes, puisqu'ils avaient adopté le drapeau noir, qui est le drapeau anarchiste. » Bon, évidemment, c'est un contresens historique total, puisque les canuts ont adopté le drapeau noir en signe de deuil. Deuil de leurs illusions, peut-être, de leurs espérances, en tout cas. Ce drapeau noir était là pour dire leur volonté de ne pas accepter l'inacceptable. Au passage, on peut mentionner une chose, c'est que parmi les troupes qui doivent contribuer à la répression de la révolte des canuts, il n'y a pas unanimité. Par exemple, un peloton du 66e de ligne qui est mis en ligne de bataille refuse de tirer sur les canuts. Donc les choses ne sont pas simples. Il y a, et puis évidemment, toute la garde nationale recrutée dans les milieux canuts, elle non seulement ne va pas participer à la répression, mais va passer du côté des canuts. Donc les choses sont moins simples qu'on ne pourrait le croire. Et donc après, il y a du fait effectivement qu'une grande partie de la garde nationale rejoignent le combat des canuts, ça inverse totalement le rapport de force, et du coup les soyeux sont obligés de faire appel à l'armée régulière et au pouvoir. Oui, et d'ailleurs une chose à souligner, parce qu'ensuite évidemment toute la propagande officielle sera là pour dire heureusement que les gens raisonnables ont fait ce qu'il fallait pour rétablir l'ordre, parce que les canuts étaient des gens totalement irresponsables et incontrôlables. C'est totalement faux. Quelque chose le montre très bien, c'est que une des premières préoccupations des canuts, une fois qu'ils ont pris le contrôle de la ville, puisqu'ils prennent le contrôle de la ville dans un premier temps, c'est de maintenir l'ordre. Les prisonniers pour dette qui sont dans les prisons sont libérés, mais les prisonniers de droit commun doivent rester en prison. Et ça va même plus loin. Il y a des voleurs qui sont pris sur le fait, qui profitent de la situation pour piller. Ils sont fusillés sur place. Donc les canuts veulent montrer qu'ils n'entendent pas accepter le désordre d'aucune façon. Et ce qu'ils mettent en avant, et là c'est là qu'on retrouve sans doute l'influence de quelqu'un comme Proudhon, ce sont des aspirations communalistes et fédéralistes. Une phrase révélatrice: les besoins du peuple provincial seront enfin entendus. Nous voulons faire une révolution pour nous. Donc, clairement, il ne s'agit pas du tout d'installer l'anarchie, il s'agit de créer un ordre nouveau.
Et surtout, je crois que les canuts ont très bien compris que si jamais c'était l'anarchie qui s'installait, le pouvoir en place, le maréchal Soult n'aurait eu qu'une simple légitimité à écraser la révolte de manière très très violente. Or là, on en sort différemment. Le préfet promet la révision du tarif des façons, et alors on assiste à un retour à la normale. Le duc d'Orléans reprend la ville, sans résistance de la part des émeutiers, et là la garde nationale elle est dissoute, mais effectivement, comme tu le disais, c'est à l'initiative des canuts que la recherche de concorde, après ces émeutes, est mise en avant à l'initiative des ouvriers, et alors là c'est emblématique, afin de préserver leur industrie, hein, ils le disent eux-mêmes. Ça, je crois que c'est un élément important. Ah oui, ça c'est très important, parce que c'est une tradition qui va rester d'ailleurs ensuite, au cours de l'histoire contemporaine, c'est la préservation de l'outil de travail. On n'est pas là pour casser l'outil de travail, on est là pour le protéger. Pour une raison d'ailleurs qui est tout à fait simple et évidente, c'est que quel est l'intérêt pour des travailleurs de casser ce qui leur permet de gagner leur vie ? Donc il faut avoir la totale hypocrisie et la mauvaise foi d'un pouvoir bourgeois pour dire que les travailleurs veulent casser leur outil de travail. C'est un non-sens. Donc ça, c'est quelque chose qui sera un marqueur fort de l'identité des canuts, très patriotes, voulant leur travail et voulant pas un renversement de l'ordre social, enfin en tout cas pas évoqué comme tel, et surtout pas anarchique, parce que c'est un des enjeux sous-jacents. Le pouvoir et les marchands, les soyeux ont compris qu'ils avaient maintenant face à eux une révolte sociale importante, des gens qui se fédéraient, et que si jamais ça se maintenait, et ben ça pourrait renverser le monde qu'ils s'étaient construit, et qui mettrait en danger leurs profits. Donc les marchands et le pouvoir vont en tirer des conclusions importantes. Hein, ils dissolvent la garde nationale, ils la désarment, bien évidemment, de manière à empêcher que ça se reproduise. Et puis surtout, ils décident de construire autour de Lyon des forts qui seront tournés aussi bien contre la menace extérieure, c'est le prétexte premier, mais surtout contre la menace intérieure, parce qu'ils veulent pas que ça se reproduise. Oui, je vais utiliser une expression un peu triviale, mais les bourgeois lyonnais ont eu en 1831 très chaud aux fesses, et ça ils vont s'en souvenir. Alors, les promesses ne sont pas tenues, hein, le tarif à la pièce est vite oublié, et bien sûr, le préfet est destitué par le gouvernement de Casimir Perier que Pierre évoquait tout à l'heure, et dont on sait qu'il était lié à la finance. Voilà. On va faire une seconde pause musicale avec un autre chant qui s'intitule La Malisette, et lui qui est beaucoup plus orienté sur la partie souffrance et révolte. Ô ma Lisette, ma douce amie, par ton beau corset de fleurs, Dieu protégeant l'industrie, vient de finir nos malheurs. Tu ne seras plus pauvrette, allons reprends ta gaieté, chante avec moi, bonne Lisette, chante vive la liberté, chante avec moi, bonne Lisette, chante vive la liberté. Ô ma Lisette, ô toi que j'aime, quel sort hélas te poursuit. Tu crus au bonheur suprême, et là ce bonheur s'évanouit. Des grands la voix indiscrète a prédit un prix nouveau, tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Vois ce bleu sans aucun nuage qui semble l'azur de tes yeux, ce rosé, la douce image de tes attraits si merveilleux,
ce blanc qu'un noble regrette, entre deux états c'est beau, tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Allons, chante ma douce amie, chante, chante un meilleur avenir, ne crains point ce noir génie qui semble nous désunir. La liberté sur sa tête a secoué son flambeau, tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Amis auditeurs, nous voici de retour pour cette dernière partie. Donc la révolte de 31 se termine finalement par un échec, hein, puisque le tarif, malgré tout ce qui est né, hein, donc il y a quand même des choses qui se sont mises en place et qui vont permettre de allez, on va dire ça, mais de créer une conscience de justice sociale, pour pas dire une conscience de classe, parce qu'on n'en est pas encore là. Marx n'existe pas, on est vraiment sur quelque chose d'une prise de conscience de la condition du peuple et de vouloir s'en extraire. Donc on arrive en avril 1834, et là finalement les mêmes ingrédients conduisent aux mêmes événements. Moi j'aurais voulu qu'on insiste un peu sur le rôle de l'Église, sur le rôle pédagogique de l'Église, hein. J'ai trouvé des phrases qui étaient récitées un petit peu comme des chapelets. 18h tu travailleras même les nuits, dimanche et fête aussi, tous les métiers tu monteras sans demander de défraiement, prix à la façon tu accepteras verbalement, le verbalement il est important, argent tu ne demanderas qu'au jour fixé par règlement. Et là on a bien un règlement écrit, donc c'est pour montrer que l'Église elle participe à ce rôle de conditionnement du peuple à sa condition de bête de somme. Oui, comme d'habitude, l'Église est du côté du manche. Ça, c'est une vieille habitude. Donc les canuts, ils se sont instruits, hein, pendant cette période de 3 ans. Ils ont continué à souffrir, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils finissent en février de se mettre à nouveau en grève, et ce sera l'équivalent de la première grève générale moderne du monde ouvrier. N'oublions pas que la première émeute, c'est le patronat qui la déclenche en fermant les usines. Là, c'est les chefs d'atelier qui font voter l'interdit. L'interdit, qu'est-ce que c'est, Pierre ? Tout simplement le fait qu'on ne travaille plus et que tout le monde doit s'aligner sur cette position, tout simplement dans un souci d'efficacité. Il faut que les travailleurs montrent leur unité, parce que c'est seulement ainsi qu'ils pourront peser comme ils le souhaitent sur les décisions patronales. Donc on ne fait pas une grève à moitié. Et ça marchera, puisque finalement, 10 jours plus tard, les fabricants acceptent les revendications des canuts, et le travail reprend. Mais le pouvoir ne veut pas en rester là, et il décide de faire juger les meneurs, et c'est là que naît la volonté des canuts de défendre leurs camarades. Alors il y a un conseil exécutif d'une institution qui s'appelle le devoir mutuel. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, Pierre. Oui, on retrouve là un vocabulaire qui est lié à ce qu'on disait tout à l'heure concernant le compagnonnage. Ce devoir mutuel, il associe dans les mots la notion de devoir. Le devoir, c'est l'association compagnonnique traditionnelle. Et puis mutuel, c'est le mutualisme qui se met en place. Donc on voit bien la rencontre là entre deux constantes, deux nécessités, celle du compagnonnage et celle du mutualisme, mais qui sont complètement complémentaires.
Et donc ce conseil exécutif du devoir mutuel, qui est celui qui avait déclenché le mot d'ordre de l'interdit, donc de la grève, il décide d'approuver une grève générale, une nouvelle, le jour du procès des 13, donc des 13 qui seront jugés par le pouvoir, et surtout il est décidé de riposter en cas d'attaque par l'armée, parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé la dernière fois, et ça ne loupe pas, puisque dès le début des plaidoiries, l'armée fait tirer sur la foule, sur les civils, et c'est alors que démarre la deuxième insurrection, puisque le peuple crie dans les rues: aux armes citoyens, on égorge nos frères. Et là ça enflamme à nouveau tout Lyon. Oui, ce qui est révélateur, c'est que les gens qui passent en procès, qui ont été arrêtés et maintenant que l'on prétend juger, quelle est l'accusation portée contre eux? C'est, je cite, coalition et grève générale. Voilà la raison de leur arrestation et de leur jugement. Ils sont accusés d'actes de coalition et de grève générale, comme si c'était un crime. Et donc les Lyonnais reprennent la ville, et ils sont très 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 bien organisés. Et c'est alors qu'apparaît un nouveau personnage, Adolphe Thiers, qui face effectivement aux barricades et qui empêche la coordination militaire, il décide de faire retirer les troupes du centre-ville. Et il prend la décision de faire encercler la ville et de la reprendre quartier par quartier. Alors du coup ça fait naître quelque chose sur l'urbanisme qu'on connaîtra, dont on reparlera dans une prochaine émission sur la Commune de Paris. Quel changement ça induit, Pierre? C'est très, très déterminant, parce que la base de la technique de combat des insurgés, des canuts lyonnais, c'est une technique qui vient d'ailleurs de la Révolution française, c'est la technique des barricades. Donc on dépave les rues, on ajoute au pavé tout ce qu'on peut trouver, meubles, etc. Et on dresse des barricades. Mais une barricade n'est efficace qu'en fonction évidemment de la topographie. Une barricade est efficace dans des ruelles qui sont peu larges, qui sont sinueuses. Ce qui oblige ceux qui veulent réduire les barricades à un combat difficile et dangereux. Donc la conclusion qu'en tirera le pouvoir, qui va se traduire ensuite avec ce qu'on appelle le Paris haussmannien, mais qui sera imité dans une ville comme Lyon, c'est qu'il faut supprimer des quartiers où les ruelles permettent justement la technique de la barricade. Il faut ouvrir de grandes artères, droites, larges, pour à la fois des charges de cavalerie et surtout du tir d'artillerie. Que les canons puissent prendre en enfilade sur toute la distance qu'il faudra, tout obstacle qui pourrait se dresser, c'est-à-dire les barricades. Donc l'opération malheureusement se termine de la même manière que la précédente, c'est-à-dire que l'État met en œuvre tous ses moyens et il fait arrêter et juger un très grand nombre de personnes, soit de la prison, soit de la déportation. J'ai cru comprendre qu'on les a emmenés jusqu'au Mont-Saint-Michel. Pour certains d'entre eux, oui. C'était la prison politique de l'époque. Blanqui, dont on parlait tout à l'heure, il a séjourné longuement, et une prison dont certains prisonniers ne ressortaient pas vivants, parce que les conditions étaient telles qu'il fallait avoir une grande résistance pour tenir le coup. Mais ce qu'on peut préciser peut-être, c'est que les combats ont été acharnés en 1834, plus qu'en 1831. 1834, d'ailleurs, a reçu le nom, les événements de 1834 ont reçu le surnom de la sanglante semaine. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et on pourrait citer à ce sujet un passage du livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Les Lurons de Sabolas de Henri Béraud, où il décrit ces combats de 1834. Je voudrais en citer quelques lignes. Ils se sont battus 3 jours. 3 jours d'impitoyables tueries, durant lesquels, pas à pas, pêle-mêle, la révolte a reculé. Après la guerre des rues, la guerre des toits,
puis la guerre des cul-de-sac, puis la guerre des cours, le désespoir, les dernières balles, l'heure où l'homme ne peut plus qu'offrir sa poitrine en maudissant les bourreaux. Dès l'aube du samedi, cela devint atroce. Il neigeait toujours, partout des flaques rouges, bordées d'une fange grise et fondante. Le sang avait giclé sur les murs. Des filets gluants coulaient des fenêtres. Sur les bornes, il y avait des empreintes de mains. Toutes ces rues de la montagne ouvrière, qui, finissant sur ces bords abrupts, semblaient mener dans les nuages, étaient comme abandonnées. Mais le plomb y pleuvait. À travers le chaotique lacis des ruelles, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, à travers le chaotique lacis des ruelles, les soldats ne pouvaient rouler leurs canons. Ils étaient comme enragés. 20 maisons flambaient. D'épais tourbillons crépitant d'étincelles se jetaient sur les clochers comme pour étouffer le tocsin. Le meurtre était partout, un homme pris, un homme perdu. On massacrait dans les boutiques, sur les grabats. Contre une grille agonisait un vieillard qui n'avait plus de menton. Des enfants s'accrochaient avec épouvante aux jambes de leur père que la troupe entraînait. Parfois un groupe de fuyards, trompés par la tourmente, s'engageait dans quelque impasse. Il n'en revenait pas un seul. « Viande à mitraille, au mur !» Entre les flocons noirs de l'incendie et les flocons blancs du peloton, à l'ombre oblique des maisons qui semblaient chanceler, on voyait les fusillés tomber en avant comme des planches. La montagne ouvrière, l'expression qu'utilise Béraud dans le passage que je viens de citer, c'est évidemment la Croix-Rousse. À Lyon, on oppose depuis toujours la colline du travail, la Croix-Rousse, à la colline de la prière, ou d'autres disent la colline des corbeaux, c'est-à-dire Fourvière. Et dans ces combats, il y a des lieux un peu emblématiques. Je voudrais rappeler par exemple le rôle de la maison Brunet. La maison Brunet, c'est une maison qui est toujours en place aujourd'hui. Son surnom, c'est la maison aux 365 fenêtres. On l'appelait aussi la citadelle ouvrière. Cet immeuble avait été construit entre 1810 et 1825, avec des caractéristiques assez curieuses d'ailleurs, qui correspondent bien au goût d'un certain symbolisme de la part de certains architectes. Là, on peut retrouver sans doute une certaine influence de la franc-maçonnerie. Cette maison Brunet, elle comporte 52 appartements, 7 étages, comme les jours de la semaine, 4 entrées, comme le nombre des saisons, et 2 traboules. Les traboules ont joué important dans les combats de 1834, parce que c'est une vieille tradition lyonnaise qui permet de passer d'un immeuble à un autre, de traverser certains immeubles, de rejoindre les rues, et ça permet évidemment une guérilla urbaine efficace. On peut ajouter aussi au passage que ce que je viens de citer, le passage des Lurons de Sabelas d'Henri Béraud, ça rappelle tout à fait ce qui s'est passé à Paris le 13 avril 1834, avec là aussi une insurrection, ce qu'on a appelé le massacre de la rue Transnonain. C'était une émeute républicaine qui s'est terminée par des massacres. Au départ, le prétexte c'était les obsèques du général Lamarque, qui était un député de l'opposition, et les événements qui ont marqué cette insurrection ont donné lieu à une lithographie assez connue d'Honoré Daumier, où on voit un homme en chemise au pied de son lit qui vient d'être fusillé par la troupe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement quelle a été la continuité de ces révoltes des canuts? Eh bien, on peut dire que les soyeux, pour éviter que cela se reproduise, ont tenté de disperser les métiers à tisser dans la campagne pour dissoudre leur capacité à s'unir, et qu'ils avaient eux déjà, et c'était un des enjeux de ces émeutes, de mécaniser en tout cas pour une partie de la production
Et donc ils l'ont fait et ils se sont passés de plus en plus des petits ateliers indépendants. Mais cette voracité, Pierre, là, que les canuts ont mis en œuvre, est-ce qu'elle a à se défendre, est-ce qu'elle a survécu après ces émeutes? Ben, il y a le surnom, tu viens de me dire voracité, il y a un surnom qui a été donné par la bourgeoisie lyonnaise, qui, je le répète, a eu très peur quand même, en 1834 comme en 1831. Et donc le surnom donné aux canuts insurgés, c'est les voraces. Les voraces, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, on voit l'ouvrier avec le couteau entre les dents, quasiment. Mais les voraces, comme ça arrive souvent dans l'histoire, ce surnom qui était péjoratif, donné par la bourgeoisie, a été repris avec une certaine fierté par les ouvriers eux-mêmes, pour dire oui, les voraces sont des gens tenaces et vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Aujourd'hui encore, quand on se promène dans le Lyon au bas des pannes de la Croix-Rousse, il y a une cour très caractéristique de l'urbanisme qu'on a évoqué dans ces combats de guerre civile, qui s'appelle la cour des voraces. Donc ceux qui pourraient être de passage à Lyon, je les invite à faire un petit détour par la cour des voraces et dans ces traboules, dans ces cours, il y a encore une atmosphère, quand on a en tête ce qu'on vient d'évoquer dans cette émission, on retrouve facilement un climat qui est assez prenant. Moi, en tout cas, je vais de temps en temps me baigner, si je puis dire, dans cette atmosphère pour retrouver le souvenir. Eh ben, écoutez, moi c'est ce que j'allais vous dire, amis lyonnais, hein, si le 1er mai vous savez pas quoi faire et plutôt que de rester chez vous, allez rendre hommage aux canuts. Je crois qu'il y a une plaque commémorative. Tout à fait. Tout à fait, oui, le souvenir des canuts reste très présent à Lyon, à la Croix-Rousse bien sûr, parce que c'est le quartier emblématique. On peut signaler d'ailleurs au passage qu'en 1852, comme par hasard, par décision gouvernementale, la ville de Lyon a absorbé les faubourgs de la Croix-Rousse, de la Guillotière et de Vèze, et sont devenus de simples quartiers de la ville de Lyon, parce que ces faubourgs représentaient des souvenirs très déplaisants pour la bourgeoisie au pouvoir. Et on peut peut-être dire aussi qu'il y a un peu souvenir de tout cela à travers un personnage qui s'appelle Guignol. Guignol, c'est un canut, Guignol. Alors il fait partie de cette identité lyonnaise et de cette identité des canuts. Ah oui, complètement. C'est un personnage emblématique. Son créateur s'appelait Laurent Mourguet, qui est né en 1769. Vous voyez, donc ça nous renvoie à un passé relativement lointain. Il est né au sein d'une famille de canuts. Il était lui-même canut, Mourguet. Donc il a créé cette petite marionnette dont il n'imaginait peut-être pas d'ailleurs lui-même quelle popularité elle allait avoir jusqu'à nos jours. Il semble, même si la date est contestée entre certains spécialistes, mais bon, on leur laisse ce genre de débat, normalement Guignol semble être apparu, la figure de Guignol, en 1808. Ce qui est surtout intéressant, c'est que la silhouette de Guignol est une silhouette de canut. Par exemple, il porte une longue natte enrubannée, que l'on appelle dans le langage lyonnais le salsifis. Et c'est un catogan tressé, en fait. Hein. Et cette façon de se coiffer a une raison bien précise, c'est qu'elle empêchait les canuts qui étaient au travail sur les métiers de prendre le risque d'avoir les cheveux qui se prennent dans les fils du métier à tisser. Donc il fallait, comme beaucoup de gens portaient les cheveux assez longs à l'époque, il fallait donc se coiffer de cette façon-là pour une raison tout à fait pratique. Et donc aujourd'hui, la figurine de Guignol, qui est bien connue de beaucoup d'enfants, elle incarne en quelque sorte, à sa façon, le souvenir des canuts. Avant d'arriver à quelques éléments de synthèse de ce qu'on pourrait retenir, moi j'aimerais rappeler qu'effectivement il reste de ce combat des canuts une mémoire, une identité lyonnaise.
une identité ouvrière, patriotique, et qu'il nous faut nous réapproprier, parce que ce combat-là, on l'a trop souvent délaissé, alors qu'aujourd'hui, on est dans des schémas relativement identiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. En ce qui me concerne, je voudrais, à la fin de cette émission, citer les derniers mots d'un livre de Sorel qui s'appelle « Réflexions sur la violence », et qui n'est pas sans rapport, ces derniers mots ne sont pas sans rapport avec ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Il écrit « Puissais-je, avant de descendre dans la tombe, voir humilier les orgueilleuses démocraties bourgeoises, aujourd'hui cyniquement triomphantes ». Le message est tout à fait d'actualité. Et toujours, pour revenir au 1er mai, du coup, Pierre, tu me tends la perche, mais si le 1er mai, vous décidez de remettre un petit peu en exergue cette conscience ouvrière en allant d'abord célébrer les canuts, et peut-être, pourquoi pas, en poussant un peu plus loin, jusqu'à un petit village de l'Ain qui s'appelle Tenay, pas très loin d'Ambérieu en Bugey, vous pourrez aller rendre hommage à Georges Sorel qui y est enterré. Voilà. Alors, quelques éléments de synthèse pour rappeler pour nous à quel point il était important de mettre en exergue que ce combat, que cette révolte des canuts était une matrice pour analyser l'époque moderne. Hein. Il faut savoir que nos canuts, ils ont été déportés et jugés pour révolte et complot contre l'État. Hein, juste parce qu'ils demandaient à avoir plus de pain, à avoir une meilleure condition, à avoir une meilleure répartition des richesses. Ils ont été jugés par cet État pour révolte et complot contre l'État, ce qui met bien en évidence, et je crois que un des personnages emblématiques, parce qu'on est exactement dans cette période-là, c'en est Emmanuel Macron, que les pouvoirs de l'argent téléguident l'État et en ont fait un outil à leur service, et ça c'est un élément important. Il y a toute une continuité là de serviteurs du pouvoir de l'argent. Oui, nous, une vieille formule est tout à fait applicable à la fois au combat des canuts et à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les mêmes contre les mêmes. Ouais. Il y a une phrase que j'ai retenue d'une émission de François Guillemin qui dit il y a 500 000 mangeurs pour 30 millions de mangés. Bah, je crois que toute l'organisation politique et démocratique qui est née de cette après-révolution française, elle n'est là que pour permettre à certains de s'enrichir. Et je crois qu'il faut vraiment que tous, amis auditeurs, ayez conscience de cela, que ces structures-là ne sont que des émanations du pouvoir pour maintenir leurs profits. Voilà. Moi, j'aimerais rappeler que effectivement, ce combat pour un tarif, c'était un combat pour un salaire minimum qu'on avait obtenu, qui soit étendu au niveau des conventions collectives des branches, et que ça, aujourd'hui, ça a été remis en cause par l'Union européenne. Il faut le savoir, hein, puisque c'est eux qui donnent les directives au gouvernement sur des directives économiques. Que comme les canuts, ce qu'ils ont pu obtenir à un moment ou à un autre en termes de hausse de salaire, eh ben c'est compensé, c'est grignoté par l'inflation, et que ce contrôle des salaires et l'empêchement de les indexer sur l'inflation, c'est aussi une directive de l'Union européenne, et que ça explique aussi pourquoi nous combattons cette Union européenne là, hein, parce qu'elle n'est qu'une émanation des pouvoirs de l'argent pour augmenter toujours un peu plus leurs profits, voilà, et que la liberté de s'exprimer, c'était aussi un des combats des canuts 1830, enfin en tout cas pas juste avant les canuts, mais sans que la presse soit aux ordres des nantis ou interdite. Et ben là on est typiquement dedans. Ils ont regagné du terrain, ils ont repris tout ça, et aujourd'hui ils conditionnent les masses de manière globale. Donc il faut être un peu indulgent avec ceux des nôtres qui sont soumis à ce conditionnant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Pierre, un dernier mot? Non, je crois que les canuts sont là pour nous dire la lutte continue. Voilà. Qu'on puisse vivre et travailler avec un minimum de dignité pour
pour développer un peu tout ça, on mettra quelques références bibliographiques et puis un élément cinématographique, hein, Charles Clément, Canut de Lion, qui est un film assez court, d'1 heure, que je vous invite à regarder, parce qu'il est très dense, mais qu'il raconte très très bien les choses. Merci encore pour votre attention, et à l'abordage, et pas de quartier. No more chant your old rhymes about bold Robin Hood. His feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames, and to those that all prices abate. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Ludd, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines, by fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Ludd's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the haughty, the humble no longer oppress, then shall Ludd sheathe his conquering sword. His grievances instantly meet with redress, then peace shall be quickly restored. Let the wise and the great lend their aid and advice, nor ere their assistance withdraw, till full-fashioned work at the old-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendour its head, and colting and cutting and squaring no more shall deprive honest workers of bread.